Bonjour, l'accord de Paris est un engagement international dans lequel les parties s'engagent à lutter contre les changements climatiques et pour accélérer et intensifier les investissements nécessaires à un avenir durable et à faible intensité de carbone. La question maintenant est, que peut-on faire pour respecter l'accord? Bon, dans ce contexte mondial, aujourd'hui, nous parlerons de captation et séquestration de carbone. Le contenu de la présentation dans un premier temps est la réduction des émissions versus émissions négatives, les sources de CO2, le pH de CO2 et le transport bien sûr des dioxydes de carbone, et le stockage dans les océans et le stockage dans les formations géologiques, les coûts et les potentiels économiques et finalement la carbonisation minérale. Attention parce que les lacunes en matière de connaissances seront mentionnées pendant toute la présentation. Merci Camilo. Et comme dans les 3 premières minutes, c'est là où on peut attirer le plus de votre attention, je vais vous résumer rapidement le contenu de notre présentation. La première chose à tenir en compte, c'est que la réduction d'émissions et les émissions négatives sont des choses totalement différentes. Les émissions négatives sont quelque chose plutôt à faire dans le futur, mais à nos jours, très difficilement implémentable. Les sources anthropogéniques, il faut tenir en compte que chaque année, il y a plus ou moins 10 milliards de tonnes de CO2 total jetés dans l'atmosphère, c'est-à-dire une concentration de 4000 parties par million, ou ce qui est équivalent à 0,04% volumétrique. De toutes ces émissions, seulement le 1% est de nature naturelle. Alors, le problème, c'est nous. C'est les technologies de capturation et séquestration du carbone dont on va parler après. Mais ces technologies sont l'espoir que nous avons pour essayer de réduire presque à zéro les émissions de l'industrie. Les pêchages de CO2, les 50%, c'est fait naturellement, c'est-à-dire les océans et la biosphère capturent naturellement par ses propres mécaniques les CO2. La moitié c'est à cause des océans et l'autre moitié à cause de la biosphère, plus ou moins. L'autre 50% c'est à nous de l'absorber. Comment? Ensuite, les transports et le stockage, ça, on les connaît très bien parce qu'il s'est fait de la même manière que pour le pétrole. On sait comment transporter du pétrole dans les bateaux et les gazoducs. On peut s'en profiter des infrastructures qui sont déjà construites. Et le stockage, c'est le même principe. On sait comment extraire du pétrole et on sait très bien comment réintroduire du CO2 dans les couches de la Terre. Alors, de cette partie, il n'y a aucun problème. La conclusion de toute cette présentation, c'est que les coûts sont très chers. On connaît la technologie pour réduire énormément les émissions de charbon de l'industrie, mais ça coûte vraiment cher d'implémenter sans une pression politique. Et c'est tout. Mais comme je sais que maintenant vous avez de l'intérêt dans ce sujet, on va vous élargir les connaissances sur tous ces sujets-là. Alors, on commence en faisant la différence entre les réductions des émissions et les émissions négatives. Il ne suffit pas de dire que les réductions des émissions, ils sont les énergies renouvelables, la photovoltaïque. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. À nos jours, nous ne pouvons pas parler que de piégeage ou capturation du CO2 en direct. C'est-à-dire, on peut imaginer que les arbres et les plantes en général, ils sont des éponges. Ils captureraient le CO2 de l'atmosphère et la seule façon de capturer ce CO2 serait en les brûlant et en utilisant la technologie de capturation et stockage de carbone pour enlever indirectement ce CO2 original de l'atmosphère. On est très loin de pouvoir dire qu'on a des technologies des émissions négatives directes, c'est-à-dire de prendre le CO2 de l'atmosphère et de directement le stocker. C'est pour ça que dans cette présentation, il faut tenir compte qu'on parlera des technologies à émissions négatives qui aident à réduire les émissions, c'est-à-dire on va les implémenter dans nos usines pour aider les stocker au lieu de mettre tous les CO2 à l'atmosphère.
fait, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'émettre négativement ou d'enlever tous ces CO2 de l'atmosphère? Ben, la réponse est toute simple. On a eu du mal à se mettre en route toutes ces dernières années avec les problèmes du changement climatique et les émissions. Et maintenant, si nous voulons atteindre les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire de dépasser les 1,5 degrés à la fin du siècle, pour l'année 2050, nous devrions avoir des vraies technologies de missions négatives qui nous aident à amener les émissions au-dessous de zéro. Et le même pour l'objectif à 2 degrés. C'est-à-dire, nous devons rattraper les émissions pas seulement du présent, mais aussi du passé. Et en fait, il y a plusieurs exemples des promesses et des compromis des villes et des pays pour atteindre la neutralité de carbone. Par exemple, Paris à 2050. Et il y a même le Bhoutan, un petit pays dans l'Asie, qui a déclaré qu'il est le premier pays du monde à avoir des émissions négatives. Mais d'où ça vient toutes ces émissions? Je vous laisse avec ma collègue Esther. Merci Eduardo. Et maintenant, on va parler des charges de CO2. D'un côté, nous avons les sources naturelles de CO2, comme les êtres vivants pendant le processus de respiration, les incendies forestiers, les éruptions volcaniques ou la décomposition des plantes. Mais comme Eduardo a dit, la somme de tout cet ensemble n'arrive pas qu'à être les 1% de la quantité produite par l'homme. D'un autre côté, nous avons les sources anthropogéniques. Dans l'année 2000, les émissions liées à l'utilisation de combustibles fossiles étaient environ 23,5 gigatonnes de CO2 et près de les 60% provenant de grandes sources fixées que, comme nous pouvons voir dans ces maps, les sources sont réparties par tout le globe, mais il y a 4 régions dans lesquelles les émissions sont plus concentrées, que sont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie de l'Est et finalement l'Asie du Sud. Comme on peut voir dans ce tableau, les principales sources de CO2 sont le carbone, le pétrole et le gaz naturel. Ce sont des combustibles fossiles et sa combustion pour obtenir de l'énergie électrique représente plus que les 75% des émissions causées par l'homme. Aussi, les véhicules de transport, c'est une autre des principales sources de CO2, et principalement les voitures et l'avion. Et dans le transport, le 99% de l'énergie utilisée vient de combustibles fossiles. Et une fraction des sources industrielles qui utilisent des combustibles fossiles présente une concentration supérieure à les 95%. Le point qui va déterminer l'intérêt que présente la technique de pièces de stockage de carbone pour réduire les émissions, c'est la distance entre le point d'émission et le lieu de stockage. Comme on peut voir dans ces maps, les lieux de stockage sont presque les mêmes que les lieux d'émission qu'on a vus dans les maps précédentes. Aussi, les sources très pures, qui sont situées à moins de 50 km de formation de stockage et susceptibles de générer revenus, rejettent environ 360 mégatonnes de CO2. Et maintenant, je vous laisse avec Eduardo. Merci Esther. On continue avec les piégeages de carbone. En fait, le résumé ici, c'est que les océans et la biosphère sont les meilleurs armes que nous avons pour combattre les émissions de carbone, car, si vous vous rappelez, ils absorbent plus ou moins les 50% de toutes les émissions annuelles. C'est important de connaître comment ils marchent, car il y a principalement 3 mécanismes pour lesquels les océans absorbent du CO2. Le premier, c'est la pression partielle, car la concentration de CO2 c'est plus grande dans l'air que dans l'eau. Le CO2 circulera de l'air vers l'eau. Ça, c'est le mécanisme de la pression partielle. Après, c'est aussi très important de tenir en compte que si la température monte, la solubilité du CO2 dans l'eau diminuera et le CO2 s'échappera de l'eau. Et en dernier lieu, c'est la formation de eau profonde, c'est-à-dire des courants convectifs qui vont de la surface jusqu'à la profondeur de l'océan, qui est très importante et une des outils d'absorption et de renouvelation du CO2 dans les masses d'eau. Par contre, les océans sont des outils très compliqués à gérer par les humains parce que la dynamique, comme vous pouvez imaginer, c'est très compliqué. Néanmoins,
les sols ont beaucoup de potentiel d'utilisation et c'est dommage parce qu'on les utilise très très mal. Par exemple, seulement avec l'utilisation de légumineuses, c'est-à-dire une culture de longue durée, on arriverait à capturer beaucoup de CO2. Alors, il y a pas mal de projets en France qui demandent une potentiation de ce type de culture en face d'autres types de plantations. Et attention, parce que ces deux puits, que je vous rappelle sont notre meilleure arme, sont en train d'atteindre la limite maximale de saturation. Je peux mentionner aussi quelques technologies qui sont encore en voie de développement, comme les matériaux adsorbants, c'est-à-dire qui capturent le CO2 dans sa surface, comme les charbons actifs, les amines ou les MOF, comme les plus importants. Mais il vaut mieux parler de technologies de capturation qu'on connaît très bien et que l'on peut implémenter très facilement dans nos processus industriels. La première, c'est l'implémentation dans la précombustion, dans laquelle on doit séparer l'air et faire combustionner le combustible avec oxygène pur pour obtenir à la fin du CO2 et de hydrogène qui peut être en profiter pour générer de l'électricité ou de la chaleur. La deuxième, c'est l'implémentation en oxycombustion, c'est-à-dire on fait brûler le combustible directement avec une séparation de l'air, c'est-à-dire avec oxygène pur, mais cette fois-ci, la réaction nous donne CO2 avec l'eau, qui est très facilement séparable avec l'eau, seulement en apportant de la chaleur. La seule désavantage de ces méthodes, c'est que la séparation d'air, c'est très cher car il suit un processus de cryogénie. Et la dernière implémentation, c'est l'implémentation post-combustion, c'est-à-dire on brûle traditionnellement le combustible avec l'air sans séparer pour générer un mélange de gaz dont on va obtenir une partie de CO2 et un mélange d'eau et d'autres gaz. La principale désavantage, c'est qu'ici, le CO2, c'est en une basse concentration et les méthodes à utiliser pour les séparer des autres gaz sont très très chères, ils coûtent très très cher. La conclusion ici, c'est que les méthodes sont très facilement implémentables, mais ils coûtent très cher. Je vous laisse alors avec ma collègue Esther à nouveau. Merci. Maintenant, on va parler du transport de CO2. Sauf si la source de CO2 c'est au-dessus des lieux de stockage géologique, le transport du CO2 va être nécessaire. Et il y a trois options qui sont les gazoducs, les camions et les navires. Et les courants concentrés de CO2 sont transportés à travers des gazoducs à haute pression. Ces gazoducs sont utilisés pour la récupération de pétrole et parce que les propriétés sont presque les mêmes. Il y a plusieurs expériences qui démontrent qu'il y a peu de risques d'accidents liés aux gazoducs. Et une autre forme, c'est de transporter le CO2 dans forme liquide dans le navire, parce que aussi les propriétés sont similaires à celles des gaz liquides du pétrole. Et techniquement, le CO2 peut être aussi transporté dans un camion cisterne à une basse température et aussi à une pression plus petite que dans les gazoducs. Pendant ce transport, il y a quelques experts que dans le cas des gazoducs sont minimales, mais dans le cas des navires sont d'entre 3 et 4% pour 1000 km. Et dans les deux cas, les coûts dépendent principalement de la distance et la quantité qu'on doit transporter. En comparant les deux coûts, on peut voir que si le transport maritime est disponible, c'est normalement meilleur pour distance supérieure à 1000 km. Et maintenant, après le transport, il faut penser à le stockage. Dans ce premier cas, dans les océans. Le stockage océanique est fait à profondeur plus grande que 1000 mètres, où la plupart du CO2 sera isolé de l'atmosphère pendant un siècle. C'est réussi en transportant le CO2 dans un gazoduc ou dans un bateau jusqu'à la colonne d'eau ou le fond marin où le CO2 sera injecté. Le CO2 dilué va faire partie du cycle de carbone.
La plupart de ces CO2 est dans la partie superficielle des océans, ce qui a fini dans un descente du pH d'environ 0,1 dû à la nature acidique du CO2. Mais par le moment, il n'y a pas de change dans les profondeurs océaniques. En pratique, il n'y a pas de limite physique pour le CO2 anthropogénique qui peut être stocké dans les océans, mais ces quantités dépendent de l'équilibre entre l'océan et l'atmosphère, comme nous avons dit déjà. Et des idées pour augmenter cette fraction retenue incluent former hydrates solides de CO2 ou l'axe de CO2 liquide dans le fond des océans. Il n'y a pas beaucoup d'expériences concernant les effets dans les écosystèmes au fond marin. N'est pas encore trop clair comme ou si les espèces d'écosystèmes vont s'adapter au continu change chimique. En parlant des coûts de stockage océanique, comme on peut voir dans ce tableau, pour distances petites, les gazoducs sont les meilleures options, mais pour distances plus grandes, l'option des navires en mouvement ou de transporter le CO2 dans un navire jusqu'à la plateforme sont plus attirantes. Et maintenant, je vous laisse avec Camilo qui vous va parler d'un autre type de stockage. Bien sûr, Esther, je vous parlerai du stockage dans les formations géologiques. Il y a 3 formations géologiques dans lesquelles pourraient être impressionnés les dioxydes de carbone. Les gisements de pétrole ou de gaz en fin d'exploitation, les formations salines profondes, aquifères, et les vents de charbon non exploités. Le stockage consiste toujours à injecter du CO2 de haute densité dans une roche souterraine. Pour faire ça, on utilise les mêmes procédés que ceux qui ont été élaborés pour la prospection et la production du pétrole et du gaz naturel, c'est-à-dire le forage et l'injection, en utilisant méthodes de simulation informatique de la dynamique des réservoirs et les méthodes de surveillance pour faciliter les projets de stockage. Quelques exemples d'applications industrielles et de stockage dans les formations géologiques sont les projets norvégiens et Sleipner dans les mers du Nord, les projets de Weyburn au Canada et les projets de Insala en Algérie. Chaque année, de 3 à 4 mégatonnes de dioxyde de carbone sont stockés grâce à ces projets. Autre projet vraiment important se trouve au Texas, aux États-Unis, où 30 mégatonnes de CO2 sont injectés pour la récupération assistée du pétrole. Par rapport au stockage dans les formations géologiques, on doit dire qu'il y a quelques risques avec le stockage dans les formations géologiques. Par exemple, une fuite. Même si détectée, une fuite peut générer une concentration supérieure à 7% qui est dangereux pour les personnes et les animaux. Il y a aussi des risques associés aux aquifères qui servent à fournir par exemple l'eau potable. Ensuite, les techniques de surveillance et de vérification du comportement des CO2 injectés dans des formations géologiques doivent être perfectionnées. Il serait vraiment important d'exécuter davantage des projets pilotes et des projets de démonstration dans divers zones géographiques et dans différents contextes économiques pour approfondir nos connaissances en la matière. On arrive presque à la fin pour parler maintenant du coût et du potentiel économique de ces technologies de captation et stockage de carbone. On peut s'appuyer dans les tableaux publiés par le GIEC dans l'année 2002 pour montrer que les prix de l'électricité sans et avec stockage augmentent considérablement. Ce qui nous aide à démontrer que l'implémentation de ces technologies est vraiment très chère et sans une vraie volonté politique et pression politique, on n'arrivera jamais à justifier son implémentation par les chefs des centrales. Maintenant, on va parler de carbonatation minérale. La carbonatation minérale concerne le pH du dioxyde de carbone sur la forme d'une phase minérale carbonatée. Cette option est une bonne idée parce que le résultat est un matériau qui est inerte, métastable et non polluant, et à partir de CO2 et des roches basiques. Il y a deux types, la carbonatation minérale ex situ, qui s'agit d'exploiter les gisements de roches basiques ou ultra basiques afin d'améliorer leur efficacité avec certains traitements. Par exemple ici, on a utilisé l'ultrason. Et d'autre part, il existe la carbonatation minérale in situ où le CO2
est injecté directement dans les matériaux biologiques contenant les oxydes nécessaires pour la réaction, par exemple dans les aquifères salins profonds associés à des roches basiques. Cette transformation est la conséquence de nombreuses interactions entre fluides aqueux et roches silicatées riches qui conduisent à la libération du calcium et du magnésium, qui vont ensuite réagir avec le CO2. Si vous aimez la chimie, on peut avoir comme exemple la transformation des minéraux silicatés comme la serpentine ou la phosphérite en présence de CO2 pour former des minéraux carbonatés comme la magnécite et la calcite. Finalement, je vous laisse avec la bibliographie et merci pour votre attention.